que ce soit Kouta, Brazza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Kelly Iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Totika bamboka mosika, tokende koluka bomoima. Tokoma mitelengano, namboka mopaya, nani ya sungayo, pasina pasie. Chers téléspectateurs de l'émission Makolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission son Excellence le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Monsieur Patrice Kibeti Kibol Mvul. Avec Monsieur le ministre des Finances, nous allons essayer d'aborder quelques points saillants qui touchent à l'économie de la République démocratique du Congo. Son Excellence, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Alors, merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Un petit mot de bonjour à tous nos téléspectateurs qui vous suivent à travers cette émission. Merci de me donner l'opportunité d'abord de m'adresser à vos téléspectateurs. J'imagine que pour la plupart ils sont congolais comme vous, comme moi. Et donc je leur adresse un salut fraternel de la part de tous les frères restés au Congo natal. Tout à fait. Alors, Son Excellence, l'actualité oblige. Et vous êtes ici aux États-Unis, surtout dans le cadre de ce Spring Meeting qui a été organisé par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut savoir un peu le vif de ce que vous avez discuté? Merci infiniment pour cette question pertinente. D'une manière générale, nous avons discuté des rapports entre notre pays et un certain nombre d'institutions, spécialement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Évidemment, en marge de ces réunions, nous prenons beaucoup d'autres contacts, mais les points clés, c'était avec le Fonds monétaire et avec la Banque mondiale. Tout à fait. Alors, votre gouvernement, c'est qu'on peut dire, a été sauvé de justesse contre une motion de méfiance du Premier ministre par une motion d'ailleurs qui a été initiée par les députés de l'opposition au Parlement. À l'issue de tout cela, est-ce qu'on peut dire, comme les Américains disent, est-ce que c'est un wake-up call pour le gouvernement? Vous savez, toute opposition dans un gouvernement a un rôle à jouer. Le rôle d'une opposition, c'est de dénoncer le pouvoir en place et de servir un petit peu de garde-fou. Moi, je vois cette motion de deux manières. D'abord, c'est l'expression de la démocratie. On ne peut pas, dans un gouvernement qui fonctionne normalement, dans une démocratie qui fonctionne normalement, où une opposition a la latitude de s'exprimer, de s'attaquer de front à un gouvernement, on ne peut pas dire que la démocratie ne fonctionne pas dans notre pays. C'est l'expression de la démocratie. Maintenant, sur le fond du dossier. Sur le fond du dossier, je pense que ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on n'a pas le droit, ou même mieux l'obligation, de voir les choses comme elles se passent normalement. Il y a des choses qui sont sur lesquelles nous sommes en train de faire des progrès substantiels. La croissance économique dans notre pays est une réalité vivante. La stabilité économique est devenue aujourd'hui un bien que toute notre population demande. Ce sont des faits tangibles. Les progrès que nous sommes en train de faire en matière d'éducation sont là. Les progrès que nous sommes en train de faire en matière de transport public. Nous venions d'acheter 200 bus sur les fonds du gouvernement. C'est une réalité. Nous sommes en train d'améliorer l'aéroport de Ndjili. C'est une réalité. La piste a été refaite complètement. Le bâtiment de l'aérogare, le contrat a été attribué, financé entièrement sur les fonds du gouvernement. Nous soutenons de manière particulière le secteur de l'éducation. 40 milliards de francs congolais, plus de 44 millions de dollars ont été mis dans le secteur de l'éducation
en dehors du budget qui déjà est en augmentation parce qu'en 2013, le budget de l'éducation, c'est 13,5%, venant de 8% en 2010. Les faits sont là. Et le Premier ministre et le chef de l'État ont décidé que d'ici la fin de l'année 2013, les fonds additionnels que nous allons mettre dans le secteur de l'éducation pourraient atteindre 100 millions de dollars sur les fonds du gouvernement. C'est une réalité. Nous avons mis de l'argent dans le secteur de la santé pour aider à améliorer l'accès aux soins de santé primaires. 20 milliards. Et ça va augmenter jusqu'à peut-être 60 milliards d'ici la fin de l'année. C'est une réalité. Nous avons un programme de réunification routière pour améliorer la connectivité à l'intérieur du pays, de manière à permettre aux Congolais qui partiraient de Kinshasa à arriver jusqu'à Lubumbashi par la voie de la route. C'est une réalité. Les fonds sont là, les travaux sont en cours, ils ont démarré. Donc, sur ces choses-là, l'opposition ne peut pas être frappée de cécité et ne pas voir les progrès que nous sommes en train de réaliser. Donc, voilà ce que je peux dire au sujet de la motion. Oui, c'est du droit de l'opposition de pouvoir contrôler, participer au travail de contrôle parlementaire, mais je crois que ça doit se faire de manière très objective, très constructive. On ne doit pas viser la personne du chef du gouvernement parce que c'est le chef du gouvernement et l'accuser injustement. Ceci n'est pas... je ne pense pas que pour faire fonctionner la démocratie, il faille passer par des tours de passe-passe simplement parce qu'on ne veut pas... On n'a pas besoin de s'aimer. On a besoin chacun d'assumer ses responsabilités. Et le Premier ministre Matata, avec son gouvernement, assume pleinement les responsabilités qui sont les leurs. Tout à fait. Alors pour clore ce sujet de l'actualité, vous venez d'animer une conférence très très importante à George Washington University ici à Washington. Au sortir de cette conférence, quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous avez trouvé la participation de l'audience? D'études of the Development Finance Corporation. pour le département du développement et finances. A position he held for 2 years. Il a tenu cette position pendant 2 ans. It's always a pleasure to welcome a fellow economist. C'est toujours un plaisir de souhaiter le bienvenu aux amis économistes. So with that summary of His Excellency's career and professional interests, Avec ce brief résumé de la carrière de son Excellence, I am now pleased to welcome to the podium His Excellency Patrice Ketebe Guibo. je suis heureux d'inviter le ministre au podium. Alors, on était en train d'échanger des salutations, We were exchanging greetings, lui en anglais et moi en français. him in English and me in French. Bien, docteur Click, Dr. Click, docteur Leipziger, Dr. Lesbiger, chers amis de l'université George Washington, dear friends of George Washington University, je voudrais vous saluer très chaleureusement I wish you warm greetings au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo in the name of the government of the Democratic Republic of the Congo, et au nom de tout le peuple congolais. in the name of the people of the Congo. Et je voudrais aussi vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui I would like to thank you for this opportunity you've given me today de pouvoir nous adresser à vous to allow me to address you, pour vous donner quelques éléments de la situation récente en République démocratique du Congo. to give you a few elements of the recent development in the DRC. Mais laissez-moi avant cela But allow me first exprimer toute la sympathie du peuple congolais au peuple américain to express my deepest sympathies pour les événements qui sont survenus tout récemment à Boston. for the event that just occurred in Boston. Une participation intéressante, des échanges vifs, directs, mais extrêmement riches. Et pour nous, ça a été une opportunité de montrer le vrai visage de la RDC qui avance. Il y a des gens qui ont de la RDC l'image qu'ils en avaient il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, la RDC est un pays qui progresse. La croissance économique en RDC, elle est beaucoup plus forte que la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons des progrès et nous sommes venus apporter le message, que nous avons des potentiels immenses
sous-exploitées. 2, que le gouvernement fait des réformes structurelles importantes, y compris sur le climat des affaires. 3, nous voulons faire de la RDC de demain un pays d'accueil, une terre d'accueil de l'investissement étranger, mais aussi de l'investissement national. C'est le message que nous avons apporté et j'espère qu'il a été bien accueilli. Tout à fait. Alors, Son Excellence, le programme économique de la RDC soutenu par le Fonds monétaire international avait été interrompu en décembre 2012 par manque de transparence pour certains programmes, notamment la vente des actifs de Gécamine à Comidé, je pense. Et nous avons reçu le Premier ministre ici quand il était venu. Il nous a dit qu'il y avait des pourparlers qui étaient en cours avec le Fonds monétaire international. Et vous venez de faire pratiquement passer plus de 2 semaines ici. Est-ce qu'on peut savoir qu'à l'issue de toutes ces tractations, on peut dire ça y est, ce problème est résolu et que le Fonds monétaire et la RDC peuvent se regarder en face? C'est une question pertinente qui me donne l'occasion d'apporter un certain nombre de clarifications. Premièrement, il faut noter que l'exigence de publier les contrats faisait partie de ce que nous avons appelé la matrice de gouvernance, que le gouvernement avait mise en place avec la Banque mondiale pour prendre en ligne de compte les réformes essentielles que nous devons faire, notamment dans les domaines des ressources naturelles, pour améliorer la transparence dans la gestion et surtout améliorer le bénéfice que l'État, que le gouvernement peut tirer du secteur des ressources naturelles, notamment en termes de fiscalité. La Banque mondiale et le gouvernement ont évalué cette matrice et ont estimé que globalement, elle avait été exécutée de manière, les mesures ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. S'agissant spécialement des contrats, il y avait 135 contrats qui ont été publiés. Un contrat sur les 135 a posé des problèmes et malheureusement, suite à une divergence de vue entre le fonds et la banque, le programme qui était en cours de réalisation et qui avait produit des résultats macroéconomiques extrêmement satisfaisants au niveau de la croissance économique, au niveau de la maîtrise de l'inflation, au niveau de du taux de change et au niveau de réserve internationale. Sur ces 4 plans qui constituent le socle au niveau macroéconomique, les résultats que la RDC a réalisés sont des résultats tangibles. Le FMI a considéré que le document qui avait été publié, un procès verbal, qui était le seul document, n'était pas un document satisfaisant. Aujourd'hui, quelques mois après, on constate qu'il y a des évolutions. On n'a pas publié de documents différents. Le gouvernement s'est engagé à préparer ce qu'on appelle en droit un affidavit, un engagement, un serment, un engagement sous serment, pour dire que la transaction s'est déroulée conformément aux pratiques du droit dans notre pays. Pour ma part, je constate simplement que le cas Comidé a été un beau gâchis parce que finalement, rien n'a changé fondamentalement. Les points de vue sont en train de changer, mais dans le fond, rien n'a changé. Donc, on doit déplorer qu'on ait arrêté un programme qui fonctionnait pourtant bien, pour que quelques mois après, on reconnaisse que, bon, il y a un consensus. Nous aurions pu trouver ce consensus quelques mois avant, et le programme aurait continué, et nous aurions pu terminer pour la première fois un programme conclu avec le Fonds monétaire de manière satisfaisante. Mais, ceci dit, le chef nous dit souvent que dans la vie, il faut savoir transformer les difficultés en opportunités. Nous avons connu des difficultés avec pour l'aboutissement de ce programme. On ne s'est pas découragé. Le chef du gouvernement, sur instruction personnelle du chef de l'État, a continué avec le gouvernement à exécuter le programme avec le fonds et après le fonds. Pendant cette période ici, la qualité de nos politiques n'a pas changé le moins du monde. Et nous avons des résultats qui sont là.
pour le témoigner. Ceci dit, les discussions que nous avons eues tout récemment nous permettent déjà d'entamer le processus de négociation sur le prochain, pas encore de négociation parce qu'on est on est dans la phase préparatoire, mais nous sommes en train de préparer les prochaines négociations sur un programme formel, un programme triennal avec le Fonds monétaire international. Mais en attendant, la gestion de l'économie répond aux standards internationaux. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, vous avez fait allusion tout à l'heure à la stabilité du cadre macroéconomique, qui est une réalité. Les institutions monétaires économiques internationales reconnaissent même une croissance de plus de 7%. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement en termes d'amélioration des conditions de vie du citoyen congolais, en termes de création d'emplois, en termes du panier de la ménagère? En termes du panier de la ménagère, une stabilité des prix signifie que si aujourd'hui votre salaire est de $100, l'équivalent de $100 américains, qu'un sac de ciment coûte $10, c'est-à-dire votre salaire, c'est l'équivalent de 10 sacs de ciment. Sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, vous avez la possibilité, avec le même salaire, de vous offrir 10 sacs de ciment. Ça signifie que votre pouvoir d'achat a été préservé. En d'autres temps et dans notre pays, l'inflation était une inflation au quotidien. D'un bout d'année à l'autre, nous pouvions avoir une perte de pouvoir d'achat qui était de 50%, de 70%, de 75%. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est préservé. Ça, c'est un. Deuxièmement, grâce à la stabilité, grâce à la croissance économique, nous avons commencé petit à petit à améliorer la condition sociale des travailleurs, des fonctionnaires, des policiers et des militaires. Au mois d'avril ici, nous venons de faire une première augmentation des rémunérations de tous les personnels. La plus forte augmentation a été accordée à l'enseignant, suivi du fonctionnaire, les autres fonctionnaires, suivi de la police et de l'armée, qui, elles, avaient déjà bénéficié d'une première vague d'augmentation en 2012. Au mois de juillet, nous allons encore procéder à une deuxième, si tout va bien, une deuxième amélioration des rémunérations du personnel qui émarge au budget de l'État. Ça, ce sont des faits tangibles. Ce n'est pas des augmentations substantielles, évidemment. Mais comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Nous faisons la politique de nos moyens. Et ce que nous faisons, c'est parce que nous avons pu déployer des politiques qui nous ont permis de stabiliser, d'augmenter les recettes internes, de financer nos investissements et aussi un petit peu de commencer à améliorer les rémunérations. Ça, ce sont des choses concrètes, vérifiables, que vous pouvez, j'espère que vous avez des frères qui sont au pays, qui sont dans l'enseignement, qui sont dans l'éducation, à qui vous pouvez poser ces questions-là. Ça, c'est deux. L'amélioration des conditions de vie. Mais lorsque le gouvernement achète des bus pour transporter la population, ça ne peut avoir qu'un effet sur les conditions de vie de la population. Lorsque nous sommes en train d'investir sur les routes à Kinshasa, vous arrivez aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Vous regardez le boulevard du 30 juin, vous regardez le boulevard Lumumba, vous regardez dans certaines communes de Kinshasa, l'infrastructure a été améliorée de manière considérable par rapport aux 5 dernières années. Ça fait partie de l'amélioration des conditions de vie. Donc, le gouvernement travaille dans le cadre d'un agenda que le chef de l'État lui a assigné et qui vise à accélérer la croissance et à faire en sorte que cette croissance bénéficie au plus grand nombre de la population. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes ici avec le ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Vous avez fait allusion à deux banques. Actuellement au Congo, on compte près de 23 banques, mais nous constatons 20 banques exactement. 20 banques actives.
Mais nous constatons malheureusement que toutes ces banques, les banques économiques bien sûr, les banques commerciales, je voulais dire, bien sûr, appartiennent aux étrangers. Et il y a même 4 personnalités étrangères qui sont citées, qui contrôlaient 70% de banques au Congo. Alors, quelle est la politique de votre gouvernement en termes d'amener les Congolais, d'amener le business congolais à pouvoir investir dans ce système banquier qui est d'ailleurs le poumon des finances ou de l'économie congolaise? Vous posez là une excellente question. Une économie ne peut pas croître durablement et compter toujours sur le capital étranger. Il est important qu'à un moment donné, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la banque, dans le secteur de télécommunications, dans le secteur industriel, dans le secteur des mines, qui est aussi des nationaux. Mais en même temps, il faut reconnaître que, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, vous ne décrétez pas des banquiers. Vous ne décidez pas aujourd'hui que moi, je devienne banquier, qu'un tel devient banquier. Ça ne se fait pas sur décision. Il y a des politiques. Une des politiques que nous avons mises en place depuis le dernier trimestre 2012, c'est de ressusciter la Société financière de développement, la SOFIDE, qui, il y a une vingtaine d'années, 25 ans en arrière, avait joué un rôle essentiel dans la promotion des petites et moyennes entreprises congolaises. Parce que c'est là où il y a un réservoir et un potentiel d'expansion du capital national. Nous avons donc, sur décision du chef de l'État, ressuscité une banque de développement qui était quasiment morte. Parce qu'au cours des 20 dernières années, ces activités de crédit étaient limitées à peine à l'équivalent d'$1 million par an. Le gouvernement a décidé de recapitaliser la SOFIDE et un montant de $20 millions a été mis à sa disposition. Cette banque aujourd'hui a du capital, elle va procéder à l'augmentation de son capital social, mais elle a pu être déjà régénérée en termes de fonds propres, parce que ce que nous avons donné, c'est du quasi-capital, et la SOFIDE a repris le travail. Et elle est en train de financer des petites et moyennes entreprises congolaises. C'est de cette manière-là, nous pensons, en mettant en place un instrument financier qui permet de soutenir essentiellement les Congolais, que petit à petit, on peut arriver à promouvoir cette classe d'entrepreneurs locaux. Ça, c'est un. Sur instruction personnelle du chef de l'État, qui a un attachement particulier à la microfinance, parce qu'il pense que la microfinance doit être la voie pour permettre à un grand nombre de Congolais d'accéder au financement et à créer des business, même à l'échelle la plus petite. L'agriculteur, le petit artisan. Là aussi, le chef de l'État a décidé de créer le Fonds national de la microfinance avec un capital de départ de $2,5 millions et dans lequel nous allons encore mettre de l'argent au cours de l'année 2013 et des années suivantes pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de Congolais qui sont dans les petites affaires au financement de type bancaire. Voilà 2 exemples concrets qui attestent de la volonté du gouvernement de promouvoir l'émergence d'une classe d'entrepreneurs nationaux. Tout à fait. Alors, Son Excellence, nous tendons sûrement vers la fin de l'émission puisque vous avez d'autres rendez-vous. Et la Banque centrale est une institution qui est sous tutelle de votre ministère. La Constitution congolaise donne le mandat de 5 ans au gouverneur de la banque, renouvelable une fois. Mais nous constatons que le gouverneur actuel est là depuis près de 15 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quel est le bilan que vous pouvez faire de sa gestion? Peut-être vous n'êtes pas bien indiqué à le faire,
Mais je profite de l'occasion, puisque c'est vous le ministre de tutelle. Quel bilan faites-vous de son mandat en termes surtout de la stabilisation de la monnaie congolaise, du franc congolais, et aussi surtout la dollarisation de l'économie congolaise? Mais Gary, le gouverneur de la Banque centrale était ici, vous auriez dû lui poser la question. Hein? Vous auriez dû lui poser la question. Mais très sérieusement, ce que je peux dire, c'est que j'espère que vous n'avez pas une dent personnelle contre le gouverneur de la Banque centrale. Pas du tout. Mais le plus important, c'est ce que la banque produit comme travail en termes de stabilité des prix intérieurs. Parce que la mission fondamentale d'une banque centrale, c'est de gérer la liquidité intérieure de manière à garantir la stabilité des prix intérieurs, de manière à garantir la stabilité du taux de change, de manière à garantir la stabilité du système financier. On peut noter que sur ces différents plans, c'est vrai, pendant de nombreuses années, on a connu plutôt une gestion qui était difficile. Les déficits importants de l'État et le financement des dits déficits par des avances de la Banque centrale ont entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation qui a été vraiment un grand gâchis des opportunités de développement dans les années 90. Mais il faut rendre hommage, je pense, au chef de l'État. Il faut rendre hommage à la supervision du Premier ministre, qui ont fait qu'au cours des 3 dernières années, nous avons réussi, grâce à une politique budgétaire très claire, grâce à la volonté du gouvernement de ne plus recourir aux avances de la Banque centrale ou du système bancaire dans son ensemble, nous avons réussi à casser ce qu'on appelle la dominance budgétaire et à restaurer la stabilité macroéconomique. Et ce travail se fait dans le cadre d'un effort de coordination permanent entre la politique fiscale, la politique budgétaire et la politique monétaire. De ce point de vue, au cours des dernières années, ensemble, nous avons réussi à produire les résultats. Maintenant, est-ce que ça vous gêne que le gouverneur de la Banque centrale ait eu une longévité? Je vous laisse à vous la liberté de vos opinions, mais je pense que ces questions, vous devriez plutôt les poser à lui-même. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais parler là du respect de la Constitution. Parce que Son Excellence, nous allons finir par ici, mais on ne peut pas terminer cette interview sans ne pas parler de la diaspora, parce que nous sommes une presse de la diaspora. Et nous aimerions que vous puissiez prendre cette opportunité pour parler à la diaspora congolaise. Et au même moment, nous avons l'impression que le gouvernement, les officiels du gouvernement qui arrivent ici ne créent pas d'occasion pour rencontrer cette diaspora, qui s'inquiète d'ailleurs. Nous qui sommes de la diaspora, nous trouvons que dans cette diaspora, il y a des gens qui aimeraient rencontrer les officiels, discuter sérieusement avec les officiels et faire entendre la voix de cette diaspora. Alors, quelle est la politique de ce rapprochement du gouvernement dont vous faites partie par rapport à cette diaspora qui est peut-être d'une manière peut-être abusive et considérée comme un parti de l'opposition, alors que la diaspora doit s'impliquer à tout ce qui concerne le développement de son pays. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mot là-dessus par rapport à votre politique du rapprochement de cette diaspora congolaise, puisque les rencontres avec la diaspora congolaise ne sont pas souvent organisées quand les officiels congolais arrivent ici? Mon cher Harry, vous êtes de la diaspora. Bien sûr. Vous avez sollicité une interview avec moi.
nous sommes en train de faire cette interview. Ceci pour dire qu'en réalité, tout Congolais, quel qu'il soit, qu'il vive au pays ou qu'il vive à l'extérieur du pays, c'est un citoyen à part entière. Il n'y a pas de demi-citoyens parce qu'ils vivent à l'extérieur. Non. Les Congolais de la diaspora ont les mêmes droits que les Congolais qui sont restés au pays. Je me réjouis, lors de la conférence que nous avons eue tout à l'heure à George Washington University, il y a un Congolais qui a dit « On peut m'enlever de mon pays. Je peux vivre en dehors de mon pays. Mais on ne peut pas m'enlever ma qualité de Congolais. » Ça, c'est important. Et donc, je voudrais profiter de la question que vous soulevez pour dire à tous les Congolais de la diaspora, qui sont Congolais à part entière, autant les Congolais qui sont restés au pays expriment des droits vis-à-vis du gouvernement, autant les Congolais de la diaspora ont exactement les mêmes droits. Mais non. Vous savez, quand nous venons dans les réunions comme les Spring Meetings auxquels on venait de participer, on a généralement un programme qui est très dense. Mais rien ne nous empêche de pouvoir communiquer avec nos compatriotes de l'étranger. Et je vais vous dire que la réunion à laquelle nous avons, la conférence, a été organisée par une association animée par des Congolais, Tala Congo. Ils nous ont invités, nous sommes allés. Nous avons dit aux Américains, aux étudiants, aux professeurs qui étaient là, ce qu'est devenu le Congo nouveau. Quelles sont les transformations qui sont actuellement en cours dans ce pays? Quelles sont les potentialités qui sont celles du Congo? Quels sont nos défis et quelles sont les perspectives qui s'offrent au Congo de demain? Et nous avons indiqué aux uns aux autres les bonnes raisons qu'il y a de venir investir dans notre pays. Ce message-là, nous le destinons à des investisseurs étrangers, mais nous le destinons aussi à des potentiels investisseurs congolais vivant à l'étranger. Nous n'avons aucun problème particulier avec les Congolais de l'étranger. Parfois, on s'étonne que certaines personnes, et ce n'est pas tous les Congolais, je suis désolé, ce n'est pas tous les Congolais de la diaspora. J'ai vu qu'aux États-Unis, ici, il y a des gens de très grande qualité. Il y a des gens qui expriment des inquiétudes, c'est normal. Il y a des gens qui posent des questions, c'est normal. Il y a des gens qui font des critiques, c'est aussi normal. C'est ça qui doit animer la vie sociale, la vie démocratique d'un pays. Et c'est ça qui doit constituer le socle sur lequel nous allons construire. Mais ce n'est pas une démocratie du biceps. Ce n'est pas une démocratie des muscles. Ce n'est pas une démocratie de l'injure. Et je pense que lorsque nous venons aux prochaines réunions, je vais en discuter avec le Premier ministre, pour que nous ayons des réunions particulières avec notre diaspora. Y a-t-il des problèmes particuliers? Il faut pouvoir les exprimer. Mais le Premier ministre est très ouvert. Le chef de l'État est plus qu'ouvert. Le gouvernement ne demande qu'à écouter, à discuter avec la diaspora. Mais lorsque, au niveau de la diaspora, on empêche aux musiciens d'aller se produire en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous pensez vraiment que ça fait du sens? Qui perd? Je vais vous dire que sur le plan strictement culturel, la musique congolaise est en perte de vitesse à cause des Congolais. Ce n'est pas normal. Nous avons laissé de l'espace à nos concurrents qui ne sont pas aussi talentueux que nous, qui l'occupent et qui gagnent de l'argent aux dépens des Congolais, des musiciens congolais. Les musiciens congolais, ce sont des pères de famille. Vous savez que chez nous, avec le niveau de pauvreté, quand il y a une personne qui travaille, qui gagne de revenus, qui apporte de l'argent à la maison, ben, cette personne-là nourrit derrière combien de gens?
Les musiciens sont des chefs d'entreprise. Ce sont des personnes respectables. Ce n'est pas parce qu'ils ont exprimé une opinion favorable au chef de l'État, au chef du gouvernement, à tel ou tel parti, qu'ils doivent pour autant être répréhensibles. Ce n'est pas démocratique. Hein? Je pense que ce n'est pas démocratique. Et ce n'est pas cela la démocratie. Chacun est libre de ses opinions. Dans la diaspora, les gens ont la liberté d'être proches du pouvoir ou d'être proches de l'opposition. C'est normal. Mais s'il vous plaît, mettons un terme à cette démocratie des muscles. Ça ne fait pas du sens et ça ne nous aide pas à progresser. Nos compatriotes de la diaspora ont le droit, comme les autres Congolais restés au pays, d'exprimer leurs opinions, mais en utilisant les voies les plus autorisées. Et je peux vous garantir qu'ils seront entendus. Voilà. Votre mot de la fin, Son Excellence. Le mot de la fin, c'est que aujourd'hui, il y a une nouvelle page de l'histoire de notre pays qui s'écrit. Cette histoire se déroule sous les yeux des uns et des autres, de ceux qui sont restés au pays, de ceux qui ont choisi, pour diverses raisons, de vivre à l'étranger. Mais la RDC, c'est le pays de tous. Et nous avons une obligation sacrée de contribuer tous à son développement, d'aider tous à sa croissance, d'aider tous à une meilleure perception des efforts qui sont faits pour le développement de notre pays. Et donc, je voudrais lancer un appel vibrant à tous les Congolais, où qu'ils vivent, pour que cette fibre nationale, cette fibre nationaliste, puisse vibrer en eux. Et qu'ensemble, nous puissions porter chacun sa pierre à la construction d'un nouvel édifice qui s'appelle le Congo Nouveau, qui est une terre d'espoir, qui est une terre d'espérance, qui est une terre d'avenir. Voilà le mot de la fin que j'adresse à tous les Congolais, spécialement à ceux qui vivent dans la diaspora. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous rappelons que nous avons eu à recevoir dans cette émission Son Excellence Patrice Kitebi Kibol, qui est donc ministre des Finances de la République démocratique du Congo. À tous ceux qui nous ont suivis, nous disons merci. Et aussi, surtout, merci à Son Excellence d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je pense que la diaspora congolaise est ravie de mots de sympathie que vous lui avez adressé. Et nous espérons que vous serez aussi à mesure de recevoir cette diaspora quand elle décide de rentrer au pays avec bien sûr quelques projets dans les différents domaines. Merci, Excellence. Merci à vous. Bakolo State est une émission socioculturelle produite et réalisée par Gary Iwele GI depuis Washington DC aux États-Unis. Elle est diffusée aux États-Unis, dans les deux Congos, mais aussi à travers le monde par la magie de l'Internet. Gary Iwele, c'est la classe et la différence. Cette émission à très grande audience a pour objectif de faire découvrir au monde la diaspora congolaise et africaine vivant aux États-Unis dans ses différents aspects de la vie socio-professionnelle. Dans le contexte général. Plusieurs autorités, célébrités, athlètes, stars, opérateurs économiques, étudiants et autres personnes de renommée internationale sont déjà passés par notre émission Bakolo State. Je reconnais et je confirme Gary Iwele GI. Des hommes politiques allant des présidents, ministres et autres grandes personnalités de la vie politique congolaise en passant aux États-Unis ont toujours livré leur impression de notre émission. À Kinshasa, j'espère que ce sera l'occasion encore de nouer des contacts sur le terrain. Nous recevons les basketteurs de la NBA.
Nous sommes pratiquement un passage obligé de tous les artistes congolais, africains et étrangers qui passent et se produisent aux États-Unis. Au Bakolo State, il y a Gary Iwele. Dans les soucis de promouvoir les business, Bakolo State a créé une rubrique appelée « Les Congolais qui ont réussi ». Une branche économique qui reçoit les Congolais qui ont réussi à installer leur business aux États-Unis dans le souci de servir d'exemple, d'encouragement et d'inspiration aux autres qui hésitent encore. Pour valoriser l'éducation, qui est notre chemin de bataille pour la jeunesse congolaise, nous recevons les étudiants congolais des États-Unis pour partager leur expérience avec les autres jeunes. Bakolo State, c'est aussi une équipe d'hommes et femmes assidus qui travaillent pour vous informer. Chaque samedi à 21h. Bakolo State Media LLC produit également un magazine trimestriel bilingue, anglais-français Bakolo State, magazine pour compléter notre audience dans la presse écrite, sans oublier son service de production vidéo et graphique, design. Avec une audience qui compte par des millions de téléspectateurs, lecteurs dans des bibliothèques, kiosques à journaux et aussi dans des réseaux sociaux, Bakolo State est une opportunité pour vous de faire connaître votre produit, entreprise ou invention. Nous venons ici solliciter votre partenariat, sponsorisation ou encore votre collaboration. Pour toutes vos publicités, contactez-nous www.bakolostate.com, par email gi@bakolostate.com ou par téléphone 202 704 33 16. Avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Soit au Tabaza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo kanati keli iyo papa.